Bonjour et bienvenue dans La Belle Histoire. L'histoire que nous avons décidé de vous raconter aujourd'hui est celle de la maîtresse la plus emblématique de l'histoire de France. Agnès Sorel est la première maîtresse officielle d'un roi de France. Son nom est synonyme de beauté, mais aussi de luxe, de complot et de jalousie. Pour vous raconter l'histoire d'Agnès Sorel, direction là où elle a rendu son dernier souffle, à Jumièges, en Normandie. Quand Agnès Sorel meurt, c'est une femme riche, extrêmement belle, aimée et adulée du roi Charles VII. Une femme qui a élevé le rang de courtisane au firmament de l'histoire de France. Ce qui est sûr, c'est que la première people de l'histoire est morte empoisonnée. Elle est morte en fait d'une intoxication aiguë au mercure. Qui a pu être jaloux au point de vouloir la tuer? Ce qui a choqué, c'est qu'elle a été une maîtresse affichée. On la voyait partout. Pourquoi et comment cette femme a-t-elle rendu le roi fou d'amour? File-toi. Allez, oust. Comment s'est-elle retrouvée ici à Jumièges pour rendre son dernier souffle? C'est ce que nous allons voir dans cette émission. Avec Myriam Bounafa, avec François Reinhardt. Agnès Sorel est-elle morte d'avoir été trop belle? Vous êtes à Jumièges. Vous aimez la belle histoire? Alors c'est parti. Nous sommes donc à Jumièges, entre Le Havre et Rouen, dans une des abbayes les plus anciennes de France. Une abbaye majestueuse qui domine la Seine depuis 15 siècles. Celle que Victor Hugo surnommait la plus belle ruine de France est devenue aujourd'hui l'un des sites les plus visités de Normandie. Au pied de l'une de ces tours, un cœur était enterré. Celui d'Agnès Sorel, la dame de cœur et de beauté, la maîtresse officielle de Charles VII. Un cœur au pied d'une abbaye, comme la dernière preuve d'amour d'un roi à sa maîtresse bien-aimée. Le tombeau était ici en fait. Mais en fait, il est plus là. Non, maintenant c'est les airs de folle et, Oui, faut et l'imaginer les quoi. feuilles automnales qui les remplacent. D'accord. Mais il faut l'imaginer ici. Donc il reste plus rien. Non, sur la dalle qu'on va voir, ouais, effectivement. Le reste a disparu. Un tombeau digne d'une reine, aujourd'hui préservé dans ce logis abbatial, l'ancienne résidence des abbés. Voilà la fameuse plaque tombale en marbre noir. Du marbre noir et une épitaphe digne des plus grands. Sigy, noble damoiselle Agnès Sorel, en son vivant dame de beauté. Alors piteuse entre toutes gens et qui largement donnait de ses biens aux églises et aux pauvres. Priez Dieu pour l'âme d'elle. Amen. Le cœur était sous la dalle ici à Jumièges, le corps est à Loches. Et Saint-Pulaire réservé aux puissants et aux saints. Ça veut dire qu'on la considère comme une puissante ou voilà. comme une sainte? Sainte, non. Puissante, oui. Plutôt cet aspect-là des choses, effectivement. Quelqu'un d'important. Sainte, non. Une belle inconnue, devenue puissante, ça ne s'est jamais vu à l'époque. Mais alors comment la jeune Agnès a-t-elle réussi à bénéficier de tous les privilèges royaux jusqu'à en éclipser la reine elle-même et surtout à imposer un statut encore inconnu, maîtresse officielle du roi de France? Elle a eu dès l'enfance une culture raffinée. Et ça compte, si vous voulait, dans le fait qu'elle ait séduit le roi Charles VII. Donc ils se sont rencontrés à Toulouse, et parce qu'elle appartenait justement à la maison de la duchesse d'Anjou. Et il a tout de suite été conquis par elle. Elle avait 18 ans. Et elle était d'une très grande beauté. Le roi a été pris immédiatement d'elle. Hein. Et elle, on ne peut pas savoir. C'est difficile parce qu'elle, autant elle était belle, autant lui, il était laid. Il était très laid, Charles VII. Ce n'est pas forcément le plus beau, mais c'est le plus puissant. Charles VII se fait aussi appeler Charles le Victorieux ou encore Charles le Bien Servi. Alors qui est Charles VII? Donc on est dans la première moitié du XVe siècle. Charles VII, il est très célèbre dans l'histoire de France parce que c'est le roi de l'époque de Jeanne d'Arc. C'est le petit roi fragile qui essaie de lutter contre les Anglais, qui ne sait pas s'il doit devenir roi par roi. Jeanne d'Arc, de sa Lorraine, elle arrive, elle le pousse dans le dos et elle lui dit « tu vas te faire sacrer à Reims ». Et à ce moment-là, Jeanne d'Arc, elle a son triste destin déjà évoqué dans la belle histoire, c'est-à-dire qu'elle va mourir brûlée à Rouen. Et Charles VII, d'un autre côté, il est changé du tout au tout. C'était ce petit roi fragile qu'on appelait le petit roi de Bourges parce que personne ne le croyait. Et puis il devient le roi de France. Et là, toute sa vie qui suit, d'une part, il va reconquérir contre les Anglais peu à peu son royaume. Hein. S'il vient en Normandie, là où on est à Jumièges, parce qu'il fait la guerre encore pour reconquérir sa Normandie, il aura le problème avec la Guyenne, hein, la région de Bordeaux, où il va reconquérir. Donc c'est un roi qui est un roi dans la guerre en permanence. Et en même temps, c'est un roi qui devient puissant, très imbu de lui-même et qui adore les femmes et qui multiplie les conquêtes, etc. Et parmi ces femmes-là, la plus célèbre, c'est Agnès Sorel. Ne devient pas favorite qui veut. Au Moyen-Âge, la cour se déplace sans cesse de château en château et les courtisanes du roi sont recrutées par casting.
Les places sont chères, la compétition est serrée. Étonnamment, ce n'est pas le roi qui choisit. On raconte que l'arrivée à la cour d'Agnès Sorel a été organisée par la mère de la reine. Oui. Comment ça? Ah ben comment ça Pourquoi? Certainement pour des raisons d'équilibre politique. Et puis, si le roi délaissait la reine, il valait mieux, disons, contrôler la personne avec qui il allait partager sa vie. En plus, comme elle était très intelligente, Agnès Sorel, au lieu de se heurter à la reine, de manifester une hostilité ou une arrogance vis-à-vis de la reine, elle était au contraire très déférente, presque amie de la reine. Elle a très bien su s'introduire à la cour, aussi bien auprès du roi qu'auprès de la reine. C'est le moment où la favorite, au fond, devient une deuxième reine, et même plus importante que la reine légitime. La reine légitime étant réduite à son rôle de génitrice. N'oubliez pas que Marie, la femme de Charles VII, a fait 14 enfants, ce qui n'est pas peu même pour l'époque. Damoiselle Sorel a le beau rôle et elle va en profiter. Pour plaire, elle va y mettre les moyens. Elle s'épile le front et les sourcils pour mettre en valeur son regard et elle se choisit des robes précieuses au décolleté plongeant. Agnès est sûre de ses atouts charmes. Elle va devenir le canon de la cour. Guillaume et Anaïs, passionnés de Moyen-Âge, reviennent sur la mode de l'époque. Et ça, c'est des belles robes. Voilà, donc là, vous avez deux exemples de robes du 14e et du 15e, que vous allez essayer toutes les deux après. Ouais. Ça, c'est avant et après Agnès Sorel. Voilà, en fait. vous avez 100 ans de différence à peu près entre les deux robes. Là, c'est pas super décolleté, en fait. Ça va venir. Ça va venir. Après, je tire ma chemise par en dessous, de manière à bien la positionner. Là, l'important, c'est déjà que le lassage tienne. Les hommes, généralement, sont admiratifs. Ça, c'est pas un problème. File-toi. Allez, oust. Oust, oust, oust. Faut se laisser le temps de se faire désirer. Donc ça, justement, c'est l'ajustage qui va faire justement la différence entre une robe de petite condition et une robe de haute condition. Donc Agnès Sorel, il faut se dire qu'elle va porter une robe peut-être décolletée comme beaucoup d'autres femmes à l'époque. Simplement, les étoffes vont être plus fines. L'ajustage, voilà, va être beaucoup plus travaillé. Certains détails, comme la ceinture, vont comporter des ouvrages soit incrustés de pierre, soit simplement ciselés, mais tout simplement plus riches. Et il se peut très bien qu'elle ose peut-être plus que les autres femmes, vu qu'elle n'a pas le carcan, justement, royal. Elle n'est pas obligée, Elle a compris justement, que ça pouvait la ça servir. pouvait marcher. Ça pouvait marcher. Elle était intelligente. C'est une star, une étoile. Elle devançait même la reine dans tous les banquets, les cérémonies de tous ordres. Elle était toujours là, toujours. Et c'est pour ça qu'on la considère comme la première maîtresse officielle. C'est la première femme qui a été imposée à la cour par un roi de France comme maîtresse. Elle a 18 ans, elle a du cran, du caractère et un statut de premier rang inédit à l'époque. Mais elle ne sait pas encore que c'est ce statut précisément qui la mènera jusqu'à la mort. Le fait qu'elle soit la maîtresse du roi, ça l'expose ou alors ça la protège? Les deux, c'est-à-dire qu'à la fois elle est protégée parce que elle va être sa maîtresse pendant très longtemps quand même, hein. Et donc à la fois ça la protège parce que le roi la protège, le roi Charles VII, parce que c'est sa favorite, qu'il l'adore, qu'il est prêt à tout pour elle, qu'il dépense des fortunes, etc. Et puis en même temps ça l'expose parce que ça l'expose aux jalousies d'autrui. La chouchoute du roi. Agnès a droit à des avantages en nature et des privilèges, bijoux, argent, châteaux et fourrures. Elle a acquis par la beauté ce que les autres espèrent par héritage. Elle mène une vie très luxueuse. On raconte qu'elle a possédé l'un des premiers diamants qu'il y a eu en Europe. Elle avait, disons, Le roi la gâte, quoi. énormément. Le roi la complète présent et en particulier lui donnait des châteaux. Et ces châteaux, ce n'étaient pas des propriétés, des manoirs, des propriétés de plaisance, c'était des places fortes, des places militaires. Il a commencé par lui donner le château de Beauté qui appartenait au trésor royal, et c'est pour ça qu'on l'a appelée la Dame de Beauté. Ensuite, il lui a donné d'autres propriétés en Rouergue, en Berry, en Normandie. C'était chaque fois des places militaires et que ces brillants capitaines avaient conquis sur les Anglais. Et dès qu'il y en a une qui était conquise, il a donné à Agnès Sorel. Alors, elle se trouvait à la tête d'un patrimoine militaire, de fiefs, comme elle était. Elle était devenue une féodale. Elle avait des fiefs. Alors, c'était une outrance bien plus grande que des découvertes de bijoux. Et féconde en plus de ça. Agnès donne 3 filles à Charles VII, même si c'est pas évident sur le tableau. Et grande nouveauté dans l'histoire de France, le roi va reconnaître ses bâtardes. De quoi susciter
les médisances. Est-ce que vous pensez qu'elle a pu s'attirer des ennemis? Elle a certainement été dans une époque troublée, et de par son statut, elle devait être enviée, et elle devait avoir certainement beaucoup d'ennemis. D'autant que le roi Charles VII est en pleine reconquête de la France et la laisse souvent seule. En 1450, il est à Jumièges, personne ne se doute encore de ce qui va s'y jouer. C'est là qu'Agnès Sorel va venir et mourir. Et donc le roi, il est arrivé ici. Dans quelles circonstances? Alors, donc, il s'apprête à faire le siège d'Harfleur, dans l'embouchure de la Seine, qui était un port encore aux mains des Anglais, ça a toute fin la guerre de 100 ans. Et en passant, donc, il passe dans son habit royal, il fait une pause ici. Et Agnès le rejoint quelques temps plus tard. Il avait envie de le voir, apparemment. Ouais, donc ici, c'était un peu son quartier général. Oui, c'est ça, base arrière, avant qu'il s'approche d'Harfleur. Pourquoi, en plein hiver, Agnès Sorel décide-t-elle de rejoindre son roi? Enceinte de 7 mois, elle va parcourir plus de 350 km en diligence. Elle arrive sans être annoncée à Jumièges, une femme dans une abbaye, impossible. Le roi la loge à 2 pas, au manoir de la Vigne, que son dernier propriétaire, Marc, restaure aujourd'hui. Moi, je pense qu'elle est venue entendre la messe tous les matins, de son arrivée jusqu'au moment où elle est tombée malade. Hein. Alors dans quel état Agnès Sorel arrive ici? D'après les différents livres, les ouvrages qui ont été publiés récemment, elle était très fatiguée. Donc, elle a une grossesse qui est difficile. 2, c'est un trajet qui est quand même très long. Et 3, on est dans une très mauvaise saison, puisque apparemment elle est venue de la Vallée de la Loire au mois de janvier. Enceinte, fatiguée par un voyage éprouvant sous la neige et surtout malade, Agnès Sorel ne profitera pas longtemps du manoir ni de son bien-aimé. 3 semaines seulement après son arrivée, elle va se sentir mal, très très mal. Après quelques jours d'une terrible agonie, Agnès meurt la nuit du 9 février 1450 dans cette petite chambre isolée. Ah, vous voyez, elle est saisissante, la chambre. Et puis c'est un sacré volume. Ah, mais les pièces sont toujours très très grandes à l'époque. Le lit est proche de la cheminée. Peu d'ouverture pour garder le maximum de chaleur, donc il n'y a qu'une seule fenêtre. Que s'est-il passé dans cette chambre? Qu'est-ce qui a pu terrasser aussi vite cette jeune femme de 28 ans? Pour le savoir, en 2004, le professeur Philippe Charlier fait rouvrir le tombeau d'Agnès et fait analyser les restes de sa dépouille. On s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'œufs d'ascaris. Ce sont des œufs qui correspondent à un verre blanchâtre qui fait de 4 à 20 cm à peu près et qui parasitent complètement le tube intestinal de l'individu. Donc en pratique, elle avait des parasites intestinaux et sanguins et du corps entier. Elle était traitée en conséquence, mais le traitement qu'elle a pris à la toute fin de sa vie a été beaucoup trop excessif, beaucoup trop grand, beaucoup trop toxique, et ça a fini par l'emporter en 48-72 heures. Elle est morte en fait d'une intoxication aiguë au mercure. Agnès a donc reçu un traitement médical au mercure, un traitement commun au Moyen-Âge pour se soigner des parasites. Une première hypothèse sur sa mort étrange apparaît alors. Et si, ce jour-là, son médecin avait eu la main un petit peu trop lourde et s'était trompé dans les doses? Soit c'est un accident thérapeutique, malheureusement ça arrive. Celui qui fabrique les potions, un apothicaire ou un aide-préparateur, peut s'être trompé d'une dose de dilution. C'est quand même beaucoup. On peut se tromper du simple au double, mais se tromper de 10 000 à 100 000, c'est quand même monstrueux comme erreur. 10 fois la dose, ça ressemble davantage à une mise à mort qu'à un simple traitement. Agnès Sorel a donc bien été empoisonnée, mais par qui? Tous les soupçons sont permis à présent. Agnès est très jalousée et ses proches avaient tous un intérêt à la voir disparaître. Quand elle est morte et qu'on a dit tout de suite qu'elle avait pu être empoisonnée, on a pensé que c'était justement une vengeance de tous ces grands capitaines, de tous ces féodaux qui se voyaient distancés par cette Péronnelle. Il y a également un homme avec lequel Agnès Sorel était en guerre. Le dauphin Louis XI, le fils de Charles VII, était très jaloux de celle qui avait pris le cœur de son père. Il pouvait alors apparaître comme le coupable idéal. Louis XI, c'est-à-dire à ce moment-là le dauphin, le fils de Charles VII, qui détestait, comme tous les fils détestent les maîtresses de leur père, qui détestait Agnès Sorel, qui avait eu plusieurs altercations avec elle au point, on dit qu'il l'avait giflé, mais enfin, ou qu'il l'avait poursuivi de son épée. En tout cas, il y avait une altercation assez sérieuse. Louis XI a l'habitude d'éliminer ses rivaux, mais ce ne sont pas les méthodes d'assassinat utilisées à l'époque, lorsqu'on est fils de roi. À la cour de France, il y avait eu des morts, enfin, ils se tuaient les uns les autres, mais toujours par une arme noble, par le poignard, mais pas par l'empoisonnement. L'empoisonnement paraissait une affaire de faquin, oui.
Mais alors quelle piste suivre? L'affaire Sorel s'avère compliquée à résoudre. Si ce n'est ni le médecin de famille, ni le fils du roi, ni les capitaines jaloux de ses fiefs, qui reste-t-il? Qui aurait pu en vouloir à la belle Agnès au point de la tuer? On peut dire aussi qu'elle a été empoisonnée par une rivale. Parce qu'effectivement, comme je vous disais, elle était très, très bonne, très gentille. Elle avait une cousine qui était très belle aussi, qu'elle a introduite à la cour en tant que sa suivante à elle, et pour lui faire une carrière, ça. Et cette jeune femme n'a pas tardé à séduire Charles VII, qui, comme je vous disais tout à l'heure, était très paillard, il les voulait toutes. Alors bon, il a certainement une liaison avec cette Antoinette de Maniret, oui, c'est ça, Antoinette de Maniret. Alors, peut-être que par jalousie, justement, cette Antoinette de Maniret, mais ça me paraît, d'après la suite du récit, ça paraît pas vraisemblable. Même la jalousie féminine n'a pas été prouvée. Seule certitude, la favorite dérangeait, elle aurait pu être assassinée plusieurs fois si l'on compte tous ceux qui lui jetaient des regards noirs. Moi, je n'ai absolument aucune conviction intime. Je suis d'une objectivité, d'une froideur scientifique. Pour moi, elle est morte d'une intoxication aiguë au mercure. Savoir qui lui a donné, c'est pas mon problème. Une jeune femme enviée de tous, fauchée par la mort, empoisonnée. Pour quelle raison, au final, le mercure a-t-il refroidi son cœur? Je dirais qu'elle est morte d'avoir été trop belle et d'avoir suscité énormément de jalousie. Elle a eu une influence qui était beaucoup trop importante vis-à-vis de Charles VII, qui était bénéfique au début. C'est elle qui lui a fait rencontrer Jacques Cœur, c'est elle qui a fait rentrer véritablement la Renaissance italienne jusqu'en France. Il n'y aurait pas eu de Renaissance sans Agnès Sorel, du moins beaucoup plus tardivement. Agnès Sorel ne sera pas morte pour rien. Empoisonnée à 28 ans, elle aura eu le temps d'une courte vie pour réussir son coup, entrer dans l'arbre généalogique, ne plus être considérée uniquement comme une maîtresse, mais comme une aïeule officielle au sein même des plus grandes familles de France, dont celle que nous connaissons très bien. Ça, c'est toute la descendance d'Agnès Sorel. Uniquement par une de ses filles. Donc elle a 3 filles, et la 3e, Charlotte, épouse un Normand, Brézé. Ce ménage aura un fils, Brézé, qui sera le mari de Diane de Poitiers. Et on a la plupart des familles royales ou impériales européennes. C'est une descendance très très variée. Jacques Chirac aussi, Valéry Giscard d'Estaing aussi. Oui, c'est notable. C'est pas vrai, vrai. Jacques Chirac, Valéry Giscard d'Estaing ont des liens de parenté avec Agnès Sorel. Oui, tout à fait. Un amour limpide entre un roi et sa maîtresse officielle. enflammé pour elle à ce point qu'il ne pouvait supporter qu'elle lui manquât un instant. Et une mort au mercure qui reste un mystère encore aujourd'hui. L'influence de la première maîtresse officielle d'un roi résonne encore autour de l'abbaye de Jumièges. Est-ce qu'on pourrait imaginer la même révolution aujourd'hui, c'est-à-dire que les présidents puissent donner une place officielle, un statut officiel à leur maîtresse? Alors, dans la République, non, parce que précisément, elle s'est construite contre le système de la cour. Le système de la cour, avec les maîtresses officielles, etc., c'était le mélange vie privée, vie publique. Les rois, il n'y avait pas de vie privée, vie publique. On connaissait leurs maîtresses, on savait comment ils couchaient, etc., toutes leurs histoires de santé, etc. Et la République, elle s'est faite sur, désormais, c'est fini. La République, c'est la raison, c'est-à-dire tout le peuple français élit un homme dans sa raison et sa vie privée ne doit pas compter. Donc, c'est pour ça que la République ne donne pas, par exemple, de statut à la femme du chef de l'État. Il n'est pas clair du tout, parce qu'officiellement, on a voté pour une personne, on n'a pas voté pour deux. Alors évidemment que les présidents de la République, ou les hommes puissants, et des femmes et des maîtresses, etc., ou j'espère quand un jour il y aura une femme présidente de la République, qu'elle aura des maris, des amants, etc., tout ça c'est très bien et c'est très normal, mais en principe, on ne doit pas le savoir, c'est ça l'idée. Avec Agnès Sorel, les sentiments du roi donc auront pris le pas sur le protocole. Les familles Bourbon, Clermont-Tonnerre, les familles Chirac, Giscard d'Estaing, ainsi que toutes les têtes couronnées d'Europe peuvent lui dire aujourd'hui merci. La belle histoire, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous en savez désormais un peu plus sur la belle Agnès Sorel, cette maîtresse qui a été traitée mieux qu'une reine. La belle histoire, c'est aussi le Plus, Internet et les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à bientôt.
Aujourd'hui, l'empoisonnement est un crime bien distinct, présenté à l'article 221-5 du Code pénal et est puni de 30 ans de réclusion criminelle, voire à la réclusion criminelle à perpétuité en cas de circonstances aggravantes. Le statut juridique du crime de poison a bien évolué depuis le Moyen-Âge, où, finalement, la substance mortifère n'était considérée que comme une arme, un moyen pour commettre un assassinat. On pourrait penser que les juristes médiévaux n'ont limité le poison qu'à une simple arme pour cause de rareté des crimes de poison à l'époque. Mais que nenni! D'une part, il se trouve qu'ils n'ont fait que reprendre l'héritage du Code Justinien et de la Lex Cornelia, qui plaçait déjà le poison comme arme. Et d'autre part, si l'on en croit les travaux de l'historien Franck Collard, les meurtres de poison étaient loin d'être des cas isolés au cours de l'histoire médiévale, et des chroniqueurs comme Ordéric Vital ou Grégoire de Tours ont souvent évoqué le décès d'un personnage par ce moyen sournois. Cependant, la plupart des chroniqueurs de l'époque usaient de tournures latines comme ut dicitur pour énoncer implicitement cette mort, comme s'il était finalement trop honteux de le consigner directement par écrit. Le chroniqueur Jacques Duclerc osa quant à lui écrire directement qu'Agnès Sorel était morte par le poison. C'est donc à la lumière de ce crime que je vous invite à découvrir les contours du crime de poison au Moyen-Âge. J'aurais préféré découvrir les contours d'Agnès Sorel, moi. Eh bien, tu n'as qu'à présenter notre victime à nos amis, Victor. Que dire d'Agnès ? Si ce n'est qu'elle avait une poitrine délicieuse. Tu t'écartes vraiment du sujet, là. Eh, je t'assure que non. Je suis même au cœur. D'ailleurs, quand Charles VII l'a vue, il s'est exclamé « La plus belle des belles ». Tu crois qu'il parlait de quoi? Pas de ses sourcils épilés, hein. Bref, du coup, à partir de cette rencontre, elle devint la première favorite d'un roi de notre belle histoire de France. Et de cette union interdite, mais officielle, naquit 3 enfants que leur demi-frère, le futur Louis XI, adorait. Même si on peut pas dire qu'il avait des sentiments aussi délicats envers Agnès. Bref. Toujours est-il que la pauvre fut atteinte de l'ascaridiose, c'est-à-dire qu'un ver s'éclatait dans son intestin en pondant d'autres jolis vers, dont on dit que certains lui sortaient par la bouche. C'est tellement appétissant dit comme ça. Salut Charles, tu veux prendre un verre avec moi? Ouais bon, Victor, on va s'arrêter là, hein, merci. Oui, alors, cette maladie était assez courante au Moyen-Âge, et le seul traitement efficace consistait en la prise de vif-argent, c'est-à-dire de sel de mercure. Et cela, on le sait depuis une série d'examens paléopathologiques menés en 2004, nous révélant également qu'elle décéda à cause d'un empoisonnement au mercure. Mais attention, non pas à cause de sa prise quotidienne, le dosage était trop faible pour lui donner la mort, et c'est bien la prise en une fois d'une trop forte dose qui la fit trépasser. Ainsi, 2 hypothèses s'offrent à nous. Soit c'est le médecin qui a fait une erreur de dosage, et dans ce cas-là, ce n'est qu'un regrettable accident. Soit lui-même ou une tierce personne a volontairement surdosé le traitement d'Agnès, et dans ce cas-là, on bascule dans l'empoisonnement volontaire. Dis surtout que si tu prends trop en considération le côté accidentel de la chose, ton épisode tombe à l'eau. C'est pas totalement faux. Mais passons et concentrons-nous sur la provenance des poisons. Soyons logiques, si ce n'est pas le médecin qui a empoisonné Agnès, comment une tierce personne aurait-elle pu se procurer du mercure? Au XIVe et XVe siècle, il suffisait d'aller dans l'apothicarie d'une grande ville pour trouver son bonheur. Les poisons étaient en vente de façon plus ou moins libre puisque destinés à soigner. C'est là finalement toute la merveille des plantes et des minerais à vertu médicinale. Tout ce qui soigne tue, tout n'étant qu'une question de dosage. D'ailleurs, dans la Grèce antique, on désignait le poison et le médicament par un seul et même mot, pharmakoi. On pouvait donc assez facilement se procurer de quoi tuer qui nous importunait, et c'est ce qui a poussé l'historien Michelet à parler d'une démocratisation des poisons au Moyen-Âge. Il sembla donc urgent de réglementer la vente de poisons. Ainsi, par exemple, en 1326, le Concile d'Avignon imposa aux apothicaires de signaler la vente de produits toxiques à la cour ordinaire, afin de pouvoir enfin retrouver les acheteurs. En 1390, le tribunal du Châtelet, quant à lui, condamna 2 personnes portant des herbes sur eux sans motif légitime, et donc suspectées de vouloir commettre un crime d'empoisonnement. Si on devait arrêter tous les porteurs d'herbes aujourd'hui, je crois que nos prisons seraient pleines d'empoisonneurs. On notera également cette décision étrange prise à Paris en 1408, décrétant qu'il était illicite de déambuler auprès des gibets, car on suspectait que des empoisonneurs se servaient des dépouilles pour notamment contaminer les sources d'eau. Chose qui se faisait par exemple lors de sièges, les assaillants étant amenés à empoisonner les citernes et les puits avec des animaux morts ou même avec des cadavres humains afin de priver les assiégés d'eau potable. En parlant d'empoisonnement par les cadavres, explorons donc un peu les diverses substances utilisées. L'assassin d'Agnès Sorel usa de mercure, qu'on ne pouvait se procurer qu'en apothicarie, comme tous les poisons issus du règne minéral, tels que le réalgar, l'oxyde de plomb ou encore l'arsenic, qui étaient utilisés comme mort au rat à l'époque. Il suffisait donc de prétexter la présence de rongeurs chez soi pour s'en fournir, ce qui valut d'ailleurs à Wilhelmine la Barbière d'avoir été accusée de vouloir tuer son mari, avant d'être graciée par une lettre de grâce rendue à Bruxelles le 20 février 1459. Notons également qu'il était fréquent de se servir d'or-piment, qui ne servait pas qu'à empoisonner, puisqu'il
il rentrait dans la composition d'une teinture capillaire permettant de devenir blond. Après on s'étonne des plaques sur les blondes. C'est pas de ma faute si elles s'empoisonnent la cervelle. Si vous ne vouliez pas prendre le risque de passer par un apothicaire, le règne végétal vous offrait quant à lui de quoi tuer à portée de main et sans rien débourser. Nombreux furent ceux qui se rendirent dans les Pyrénées ou les Alpes pour récolter de l'aconite. Cette sublime fleur violette contient des substances qui, même à une dose plus qu'infime, peuvent vous donner la mort en paralysant votre système respiratoire. Mais pour tout savoir des plantes qui tuent et qui soignent, je ne saurais que trop vous conseiller de vous rapporter à Hildegard de Bingen et sa Physica, qui nous apprend par exemple que la ciguë en pommade permettait de calmer la douleur après un choc ou une chute, mais offrait aussi la mort à qui en consommait en une dose précise. Elle évoquait également la jusquiame noire, terrible poison, qui pourtant à une petite dose était utilisé en tant qu'anesthésique pour ses vertus narcotiques. Dans son De Venenis et Eorum Remediis, Pietro de Abbanno nous présente une bonne centaine de venins, dont la plupart appartiennent au règne animal. Ainsi, on peut lire par exemple que le sang de bœuf fera souffrir une victime de la même manière qu'une morsure de serpent. Le sang de crapaud, quant à lui, rendra votre haleine pestilentielle avant de paralyser votre système respiratoire. Enfin, toutes les substances rejetées par le corps étaient considérées comme toxiques. Déjection, urine, mais aussi le sang menstruel des demoiselles ou le sperme des jeunes hommes. Ainsi, il n'était pas rare de mélanger ces quelques ingrédients à d'autres poisons pour les rendre encore plus impurs et donc fatals. Pas besoin de boire le sang menstruel pour que votre vie soit empoisonnée. La présence de la demoiselle en mauvaise période suffit. Nous avons vu où trouver nos substances mortifères. Maintenant, intéressons-nous aux moyens dont usaient les empoisonneurs pour transmettre leur cocktail à leurs victimes. Vous souhaitez vous débarrasser d'un proche lors d'un banquet? Alors, versez votre poison dans la coupe de votre victime et offrez-lui un apéritif mortel. Trop commun. Vous pensez qu'en trinquant, vos attentions seront démasquées? Alors, déposez votre poison préalablement réduit en poudre sous vos ongles et plantez une pomme avec avant de la tendre à votre victime ou enduisez votre couteau de la dite substance mortifère avant d'éplucher un fruit. Quand on vous dit que manger une pomme par jour vous écarte du médecin, une fois sous terre, vous le fuyez à jamais. Cela vous fait trop penser à Blanche-Neige? Vous désirez quelque chose de plus original? Alors, comme ce médecin napolitain, enduisez le vagin de votre fille d'une pommade empoisonnée et laissez le roi de Naples satisfaire ses envies. C'est ainsi qu'en 1414, il décéda. On lui avait pourtant dit de sortir couvert. Trop malsain? Complètement dégoûtant? Alors soyez plus sournois, à l'image du projet de complot du prince d'Orange à l'encontre de Louis XI, et tentez de déposer du poison sur le sol et la nappe de l'autel du lieu de culte où le roi a l'habitude de poser ses lèvres lors de ses prières. Dommage que le complot fût démasqué avant l'exécution. Mais n'oubliez jamais qu'en usant de tels moyens, vous commettrez le crime le plus horrible et le plus honteux pour l'époque. En effet, vous ne pourrez même pas vous défendre devant vos juges en prétextant une quelconque iracundia subita ou une occision par mésaventure, puisque c'est un crime avec préméditation. Enfin, vous priverez votre victime de ses dernières paroles et de son extrême onction. C'était donc pour elle une mors repentina, ce qui allait totalement à l'encontre de la morale médiévale occidentale. Ouais, moi je vais te dire ce qui est pas moral. Je suppose que tu parles du fait qu'on ne connaisse toujours pas l'assassin d'Agnès Sorel, ce lâche qui l'a privé d'une si belle mort. Ah non, je pensais plutôt au fait que je sois mort sans avoir pu m'enivrer d'elle. Victor! Ich groll nicht, und wenn das Herz auch bricht, ewig verlorenes Lied, ewig verlorenes Lied. Ich groll nicht, ich groll nicht, wie du auch strahlst in Diamantenpracht, es fällt kein Strahl in deines Herzens Nacht, das weiß ich längst. Ich grolle nicht, und wenn das Herz auch bricht, ich sah dich ja im Traume und sah die Nacht in deines Herzens Raume. En 2004, une équipe de chercheurs dirigée par Philippe Charlier a pu étudier une urne contenant les restes supposés d'Agnès Sorel, la favorite du roi Charles VII au XVe siècle. Cette équipe de chercheurs spécialisés en paléopathologie a une mission:
tenter d'élucider le mystère de sa mort suspecte à l'âge de 28 ans et enceinte de 7 mois. Qu'est-ce qui a tué Agnès Sorel ce 9 février 1450 ? Bien entendu, avant de parler médecine, je vais d'abord vous parler d'histoire. Agnès Sorel, c'est une courtisane du XVe siècle, issue de petite noblesse, et elle est vachement jolie. Elle devient demoiselle d'honneur de la duchesse d'Anjou et reine de Sicile, ce qui lui permet d'être présentée au roi de France, Charles VII, le 19 mars 1443 à Toulouse. Elle a 22 ans, il en a 41. En 1443, la France est en pleine guerre de 100 ans. Vous savez, Jeanne d'Arc, le boutage des Anglais qui occupent la Normandie, tout ça. Donc Agnès, elle est mignonne. Elle rencontre le roi, séduction, bisous, zizi pampan, et hop, elle devient la maîtresse officielle du roi de France. Il la met au service de sa femme, la reine, pour la garder à portée. Du coup, Agnès devient une personnalité influente. Elle présente au roi son ami Jacques Coeur, un éminent négociant. Il est riche, très riche, plus riche que le roi même, et il va l'aider à financer ses campagnes. Et le roi, il veut montrer qu'il est prestige. Il offre à Agnès plein de seigneuries, de titres, dont le château de Beauté-sur-Marne. Comme ça, il peut lui dire qu'elle est sa dame de beauté. Ça l'aide à pécho. Et comme Agnès, elle se débrouille plutôt bien aussi, elle aura 3 filles avec Charles VII, qu'il légitime et à qui il donne des titres. Mais bon, c'est des filles, et comme les filles ça rentre pas dans la succession, on s'en tape un peu. À cette époque, c'est toujours la guerre contre les Anglais, devant quelques places fortes, et notamment à Rouen. Du coup, pendant que Charles fait le siège de Rouen, on dit à Agnès « Au secours, il y a un complot contre le roi ». Elle est enceinte de 7 mois, c'est l'hiver, elle a pas trop confiance dans la cour, donc elle décide de prévenir le roi elle-même. Elle fait le trajet de Loches en Touraine où elle réside jusqu'au Ménil-sur-Jumièges en Normandie où elle séjourne dans un manoir. Elle y ressent un flux de ventre. Bon, flux de ventre c'est un terme générique qui veut dire qu'on a mal au bide et qu'on expulse des matières soit par l'avant, soit par l'arrière. Donc soit par le vagin, soit par l'anus, oui. Au bout de 2 jours de souffrance, elle décède, à 28 ans, le 9 février 1450. Et là, c'est le drame pour le roi, qui a sauvagement le seum. Du coup, parce qu'il faut bien un responsable, Jacques Coeur tombe en disgrâce. On l'accuse de piquer de l'argent, d'avoir empoisonné Agnès, d'avoir fait des trucs pas nets avec elle. Il est condamné à mort, mais a le temps de s'échapper de sa prison de Poitiers pour se mettre au service du pape. Quant à Agnès, son cœur est retiré et déposé dans un monument de la collégiale de Jumièges. Puis son corps est préparé et transporté depuis Jumièges jusqu'à Loches, ce qui fait passablement une trotte. Surtout que la dépouille est présentée à l'ensemble des villes et villages qu'elle traverse. Son corps sera déposé dans un cercueil de chêne, de cèdre et de plomb, sous un gisant réalisé à son effigie, avec des petits agneaux, et sera installé à l'église Notre-Dame de Loches. Et c'est là que ça devient intéressant. Les religieux, ça les dérangeait quand même un peu d'avoir une compagne illégitime, inhumée en plein milieu de leur église. Alors ils demandaient régulièrement au monarque à ce qu'on déplace le tombeau, ce que Louis XVI accepte enfin en 1777. Les restes de la dépouille sont réduits et placés dans une urne, sous la surveillance d'un médecin. Enfin, une urne, il s'agit surtout d'une poterie bon marché de l'époque qui peut s'apparenter à ce qu'on appelle un saloir à viande, une sorte de frigo à viande de l'époque. En 1793, le tombeau est profané, le gisant brisé et l'urne initialement jetée dans le jardin du presbytère. Elle sera récupérée par un député révolutionnaire appelé Pochol. Le tombeau et le gisant seront par la suite reconstruits sous le Premier Empire, en sous-sol du château de Loches, puis à partir de 1970 déplacés dans le logis royal du même château. En 2004, il est finalement décidé de la déplacer pour la dernière fois dans la collégiale Saint-Ours, afin de respecter ses dernières volontés. Et c'est l'occasion pour notre équipe de chercheurs d'étudier la fameuse urne. La paléopathologie, c'est la conjonction de plusieurs disciplines au croisement de la médecine, l'archéologie et l'anthropologie. On utilise des techniques modernes d'imagerie perfectionnées, de biologie cellulaire ou moléculaire, afin de comprendre quelles étaient les maladies de nos ancêtres. Ici, c'est une branche assez précise de cette discipline, la pathographie, qui nous intéresse. Elle permet de savoir si les éléments biographiques dont on dispose, comme avec Agnès Sorel, sont cohérents avec les données scientifiques collectées sur le sujet étudié. Alors, soyons honnêtes, on va parler d'éléments scientifiques, mais il est possible que certains éléments puissent choquer les plus jeunes ou les plus chastes. Soyez prévenus avant de continuer la vidéo. Donc si vous découvrez un cadavre de 550 ans dans une urne trimballée plusieurs fois, le plus important c'est d'être sûr que c'est la bonne personne à l'intérieur. Donc la première étape pour nous, ça va être d'identifier la dépouille. Pour cela, on commence à ouvrir l'urne. Et ce qui frappe, c'est que le visage est directement visible à l'ouverture, posé au sommet de cette manière par les chanoines pour un effet spectaculaire garanti. Par chance, la tête est momifiée. Il reste donc des secteurs de peau, des cheveux et même des sourcils qui sont exploitables.
Son ADN est analysé, pas tant pour le comparer à celui de ses descendants supposés, à cause de la dérive génétique qui peut être importante sur 550 ans, parce que papa est pas toujours forcément votre papa biologique, mais pour confirmer le sexe génétique de notre dépouille. Et c'est parti pour 6 mois, pendant lesquels 22 spécialistes vont étudier le contenu de cette urne selon une approche pluridisciplinaire. Afin de ne pas fouiller n'importe comment, au risque d'en dégrader le contenu, on décide de passer d'abord l'urne au scanner. Au scanner en coupe millimétrée, oui. Du CHU de Lille. Entre 2 patients. Classe. Cet examen permet surtout de ne pas avoir à manipuler à l'aveugle et donc risquer de dégrader les pièces qui sont dans l'urne. On essaie d'être le moins invasif possible. On identifie des morceaux de plomb correspondant au sarcophage, de bois et de ferrure du cercueil et des morceaux de céramique provenant du couvercle de l'urne. On s'aperçoit que l'urne est remplie de bas en haut en 5 couches correspondant au pelleté des fossoyeurs de 1777 et replacées des pieds à la tête. Identifier ces pelletés va permettre d'étudier le contenu de l'urne strate après strate. On met ainsi en évidence les restes supposés d'Agnès Sorel, mais également un squelette fœtal de 7 mois, qui n'aurait pu être viable avec les techniques de l'époque de toute manière. L'étude anthropologique de la dépouille permet d'identifier que le crâne a des caractéristiques compatibles avec un sujet féminin. La fermeture des sutures crâniennes, la faible usure des dents et l'absence d'arthrose nous orientent vers un sujet de 25 à 30 ans. Ensuite, une modélisation 3D et reconstruction faciale par informatique permet de déterminer un modèle de visage possible. Ce visage ressemble énormément à plusieurs représentations d'Agnès Sorel, notamment un buste conservé au musée du Berry à Bourges. Et il présente également de grandes similitudes avec son gisant qui aurait été réalisé à partir du corps lui-même, notamment l'implantation des sourcils, de la base du nez, l'ouverture des narines, la finesse des lèvres et la hauteur des conduits auditifs externes. Donc on est sur des éléments qui concordent, mais utilisons d'autres méthodes et disciplines pour confirmer notre hypothèse. Plusieurs filaments dorés sont retrouvés dans les cheveux encore présents, pouvant correspondre à la mantille dorée dont Agnès Sorel était parée lorsqu'elle a été inhumée. Les mêmes filaments sont présents sur les reliques collectées en 1777 lors de la réduction du corps. Ben oui, parce que lorsque le cercueil a été ouvert en 1777, quelques cheveux ont été prélevés pour en faire des reliques, mais on y reviendra. Des débris de bois, notamment de chêne, ainsi que des lamelles de plomb sont retrouvés, correspondant à la composition du cercueil et du sarcophage tel que décrit à l'époque. L'urne en elle-même est une céramique en grès ordinaire, contemporaine de 1777. On a également utilisé la datation au carbone 14 sur certaines parties du corps, permettant de dater le décès entre 1400 et 1480, ce qui encadre la date présumée du décès d'Agnès Sorel. Tous ces éléments nous donnent à penser qu'il s'agit bien d'Agnès Sorel. Mais il nous reste un élément super intéressant et qu'on n'a pas toujours la chance d'avoir à disposition, ce sont les cheveux et les poils que l'on retrouve sur ce corps momifié. Déjà la section du cheveu, ronde à ovale et son diamètre de 80 micromètres, nous oriente vers un sujet européen selon les critères de classification médico-légaux. L'angle d'éruption du cheveu à 80 degrés nous indique que les cheveux étaient lisses. D'ailleurs, les traces de torsion et de cassure des cheveux témoignent qu'ils étaient très probablement coiffés, tirés en arrière en tension. Par contre, les cheveux ont une teinte brunâtre à l'observation directe, alors qu'Agnès était décrite comme étant très blonde. Et ça marche pas. Ça colle plus. Mais, une analyse microscopique permet de déterminer que les cheveux sont en fait bien blonds, mais recouverts d'un dépôt de surface mélangeant le plomb du cercueil et son liquide de décomposition. Ah bah oui, c'est pas glamour, hein, mais c'est comme ça, hein, c'est pas moi qui décide. L'examen de la peau permet également de voir que les cheveux de la face sont épilés, tout comme les sourcils, mais pas autant que sur les représentations d'époque. Oui, parce qu'à l'époque, un critère de beauté, c'était d'avoir un front très large, donc les traits valorisants ont été un peu exagérés par les artistes de l'époque. On peut aussi penser que vu qu'Agnès Sorel avait de grands yeux, elle s'épilait le haut du front pour donner à son visage un aspect plus harmonieux. On réalise aussi des prélèvements de peau sur le visage, ce qui nous permet de constater un faible taux de mélanine, correspondant à une peau très pâle, et l'absence de maquillage, ce qui est logique à l'époque, puisque l'usage du maquillage était réprouvé par l'Église, qui l'associait à la duplicité et à la prostitution. Tout ça concorde quand même très bien, et avec tous ces détails, on peut même aller jusqu'à reconstituer la coiffure de la défunte. Mais allons encore plus loin, on peut étudier son mode de vie et son alimentation grâce à ses dents. On retrouve 7 dents, présentant des cassures d'émail relativement fraîches, correspondant à des tentatives d'extraction à la tenaille. Vous vous demandez pourquoi? Eh bien c'est parce qu'en 1777, 1793 et à chaque réouverture du tombeau, des pilleurs en ont profité pour récupérer des trucs. En premier les mèches de cheveux, datées de 1777 dont nous avons parlé précédemment, mais surtout les dents, parce que oui, on apprécie carrément de récupérer du matériel à la fois d'origine prestigieuse et d'excellente qualité pour servir de prothèse dentaire aux plus aisés. Parce qu'à l'époque,
Quand on vous arrachait une dent et si vous vouliez continuer à mastiquer, votre dentiste avait une boîte de dents de cadavres pour les remplacer. D'ailleurs, il n'était pas rare de vendre un chicot ou deux de son vivant pour se renflouer lorsqu'on était endetté. On l'observe d'ailleurs sur certains crânes qui ont des dents nickel et à qui il en manque une ou deux sans qu'on retrouve de raison médicale à leur avulsion. Même les aristocrates de la Rome antique récupéraient de quoi faire leurs prothèses sur leurs esclaves préférés. Enfin bref, je digresse, mais revenons à notre sujet. Les dents d'Agnès ne sont pas cariées, présentent peu de tartre et pas de signes d'inflammation, ce qui témoigne d'un excellent état bucco-dentaire. En analysant le tartre et ses débris buccaux, on arrive à identifier les éléments de ces derniers repas. De nombreuses fibres végétales et carnées, différentes, témoignant d'un régime varié et assez riche, contrairement aux paysans qui avaient, eux, un régime assez monotone. Le sément dentaire est une source d'information très intéressante. Déjà, il forme des dépôts tous les ans au niveau de la racine de la dent, un peu comme les stries des troncs d'arbres, ce qui permet de dater son décès entre 23 ans et 9 mois et 27 ans et 9 mois. Mais, en plus on sait que les anneaux de sément dentaire sont plus larges lors des grossesses, probablement à cause de l'imprégnation hormonale. Et on identifie 3 grossesses à 1 an d'écart qui correspondent aux naissances de ces 3 filles en 1443, 44 et 45. On arrive à savoir son nombre de grossesses en regardant sa dent au microscope. Ouais. Concernant la dernière grossesse, l'anneau de sément étant incomplet, il est impossible d'en attester par cette méthode. Bon, donc jusqu'ici, l'étude paléopathologique nous donne un faisceau d'arguments pour confirmer que ce qu'on sait de cette dépouille est tout à fait cohérent avec ce qu'on sait de la vie d'Agnès Sorel. On va donc poursuivre notre réflexion pour essayer de comprendre de quelle maladie Agnès a pu souffrir et si l'une d'entre elles est possiblement responsable de sa mort. À l'intérieur du corps, on a retrouvé quelque chose d'intéressant, de nombreuses graines, aromates et des petits fragments de végétaux. En effet, les viscères ont été retirés et la cavité thoracique et abdominale ont été remplies de baies, graines et aromates. Ce sont là des pratiques d'embaumement. C'est en effet une pratique relativement courante dans l'aristocratie, mais cela avait été d'autant plus nécessaire dans le cas présent, parce que le corps devait attendre l'arrivée du roi et qu'ensuite il fallait le transférer depuis Jumièges en Normandie jusqu'à Loches où elle allait être inhumée. Et que le corps allait devoir être transporté dans toutes les villes en procession, ce qui pouvait durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et ça aurait été dommage de trimballer un corps putréfié et malodorant à présenter aux villageois et aux différents nobles et notables du coin. C'est finalement l'analyse parasitologique du liquide de décomposition qui permettra d'avancer sur la cause du décès. On y découvre de nombreux œufs d'Ascaris, un parasite digestif. Les parasitoses digestifs c'était relativement fréquent à l'époque, du fait d'un manque d'hygiène lors de la préparation des repas. Dans le cas des Ascaris, les vers peuvent mesurer jusqu'à 25 cm et chaque ver peut pondre 20 000 œufs par jour. Cela perturbe le fonctionnement du tube digestif en formant des amas qui peuvent être évacués par les selles ou en causant des troubles digestifs, douleurs abdominales, diarrhée, glaire sanglante et même aller jusqu'à l'occlusion digestive. Il semble donc difficile qu'Agnès Sorel ait pu ignorer cette affection, les ascaris pouvant sortir par les orifices comme les narines ou la bouche. C'est dégueulasse. C'était une maladie assez mal vue à l'époque, on pouvait penser que c'était dû à une putréfaction de son vivant ou à un châtiment divin réservé aux femmes de mauvaise vie. Et vu son statut de maîtresse du roi pas tout à fait légitime, on comprend que cette affection ait pu être difficile à vivre et qu'elle ait donc essayé par tous les moyens de s'en débarrasser. Et pour se soigner, à l'époque, il y a 2 traitements décrits, la fougère mâle et les sels de mercure. L'analyse du liquide de décomposition confirme la présence de fleurs de fougère mâle avec les œufs d'Ascaris. Et l'analyse de ces poils pubiens et des aisselles par 3 laboratoires différents révèle la présence de sels de mercure. Seulement, la véritable anomalie, c'est que le taux de mercure mesuré est très important, de l'ordre de 1000 à 10 000 fois plus important que la normale, et qu'elle est concentrée au niveau de la racine du poil. Ça signifie qu'Agnès Sorel a reçu une dose massive et probablement mortelle de mercure sur une période de quelques jours. Agnès Sorel serait donc décédée non pas à cause de ses parasites digestifs, mais bel et bien d'une intoxication au mercure liée à son traitement. Et il faut savoir qu'à l'époque, le mercure est aussi connu pour être un poison, issu du cinabre et utilisé à Florence et en Moscovie. Mais alors, Agnès Sorel a-t-elle été empoisonnée ou a-t-elle succombé à une simple erreur de dosage de son traitement? Son médecin personnel aurait-il pu la trahir et l'empoisonner à son insu? Aurait-il pu faire l'erreur de donner 1000 fois trop de mercure? A-t-elle été victime des intrigues de Louis XI, qui la détestait et qui aurait pu commanditer son assassinat? Ou peut-être encore de sa cousine, Antoinette de Maignelet, qui gagnait les faveurs du roi et qui prit rapidement sa place de favorite? Des questions qui restent encore aujourd'hui sans réponse.
Ah ben vous êtes encore là? Eh bien merci d'avoir regardé cet épisode, hein. Un grand merci à Léo pour avoir fait péter le compteur d'abonnés, et bienvenue aux nouveaux arrivants. Je vous conseille donc la lecture du livre de Philippe Charlier, dans lequel j'ai pris la plupart de mes infos, qui s'appelle Médecin des morts. Donc lisez-le, hein, ça vaut quand même grave le coup. Je vous mets les sources dans la description, et puis abonnez-vous, et à la prochaine. Au revoir. Au Ménil-sous-Jumièges, le manoir de la Vigne s'offre au regard dans sa belle simplicité. Pierre blanche de Caumont, architecture du XIVe siècle, depuis 1993, il renaît pierre après pierre grâce à un particulier. Ma famille et moi, nous habitions à proximité, à quelques kilomètres, et on voyait ce bâtiment se détériorer au fil des années, mais on le connaissait depuis quasiment toujours, et ça nous faisait rêver, comme ça fait rêver les gens qui passent, et c'est ce qui nous a motivés pour d'abord l'acquérir, ce qui a été assez compliqué, et ensuite pour pouvoir commencer les travaux. Dernier plaisir pour ce protecteur du patrimoine d'avoir trouvé une grille de défense qui corresponde à ses fenêtres. Ah ben on les a trouvés à droite et à gauche. C'est ça le trésor. Le manoir est classé, c'était une dépendance de l'abbaye de Jumièges et c'est le lieu où Agnès Sorel, maîtresse de Charles VII, mourut en pleine jeunesse. Cette grande maison a vu passer plus de 600 hivers, elle demeurera un témoignage direct du Moyen-Âge. Là on se dit que le projet est en train d'arriver à son terme. Et puis je pense qu'au fil des années, on est vraiment devenu mordu. Donc ce que l'on souhaite, c'est terminer effectivement les travaux, avec bien sûr une certaine interrogation sur l'avenir, savoir est-ce que nos enfants seront intéressés. Jusqu'au 28 août, les visiteurs pourront entrer dans ce manoir et découvrir une exposition sur l'école à l'époque médiévale. On y apprend par exemple que nos aïeux avaient choisi la méthode syllabique. Ce Moyen-Âge peut enseigner aujourd'hui à l'école et au collège mérite tout notre intérêt.